Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de comment, dans le Paris crépusculaire, Éléonore, le regard perdu, va affronter les échos fragiles d'un passé amoureux. Au fait, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Nous sommes très curieux de le savoir. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Le crépuscule baignait Paris d'une lumière ocre et douce, caressant les toits d'ardoise et les façades haussmanniennes d'une mélancolie familière. Dans l'agitation feutrée d'un bistrot des Halles, où l'odeur du café fort se mêlait à celle des cigarettes oubliées, Éléonore traçait de petits cercles sur la condensation de son verre, le regard perdu dans le reflet déformé des lumières de la ville. Ses cheveux d'un brun profond, échappés d'un chignon trop lâche, encadraient un visage aux traits fins, marqué d'une lassitude que même la jeunesse ne parvenait plus à masquer. Elle attendait, comme elle attendait toujours, l'arrivée de Julien. Une attente qui, autrefois emplie d'une impatience joyeuse, s'était muée en une sorte de résignation patiente, imprégnée de cette angoisse sourde qui précède les tempêtes. Il était son ancre, son horizon, son vertige. Et pourtant, depuis quelques mois, cette ancre semblait se fissurer, l'horizon s'obscurcir, le vertige s'approfondir d'une manière nouvelle, plus insidieuse. La porte du bistrot s'ouvrit dans un courant d'air froid, et Julien apparut, silhouette élégante et désinvolte, comme toujours. Son sourire, un peu forcé ce soir-là, ne parvenait pas à éclairer entièrement ses yeux, d'un bleu d'orage. Il avait ce charme insaisissable qui l'avait séduite dès le premier instant, cette assurance tranquille qui masquait une âme plus complexe qu'il n'y paraissait. Il s'assit en face d'elle, déposant sur la table un dossier qu'il avait tenu serré sous le bras, comme s'il contenait un secret précieux ou une menace. « Excuse-moi du retard, mon amour, » dit-il, sa voix grave, empreinte d'une légère raucité qui lui était propre. La réunion a traîné en longueur. Éléonore hocha la tête, un sourire ténu effleurant ses lèvres. Elle connaissait la rengaine, les réunions qui traînaient, les dossiers urgents, les dîners d'affaires imprévus, autant de prétextes qui, au fil du temps, avaient creusé un gouffre silencieux entre eux. Elle ne le questionnait plus, ne s'y risquait plus. La vérité, elle le savait, n'était pas toujours là où on la cherchait, mais plutôt dans les silences, dans les regards fuyants, dans l'absence de ces petites attentions qui avaient jadis tissé leur quotidien. « Ce n'est rien, » répondit-elle, sa voix à peine audible. J'avais du travail à finir. Un mensonge. Elle avait passé l'après-midi à errer dans les rues, le cœur lourd d'une intuition funeste qu'elle refusait encore de nommer. Une intuition qui, comme une lame de glace, s'insinuait lentement sous sa peau. Julien commanda 2 verres de vin rouge, un Saint-Émilion qu'ils aimaient tous deux, et le silence s'installa, lourd de non-dits. Éléonore observait ses mains, fortes et élégantes, celle-là même qui avait ainsi souvent caressé son visage, effleuré sa nuque, celle qui avait dessiné les contours de leur avenir. Aujourd'hui, elle semblait étrangère, crispée sur le bord de la table. « Il faut que je te parle, Éléonore, » dit-il enfin, brisant le sortilège. Son cœur fit un bond douloureux, une prémonition glaciale la saisissant. Ce ton, cette gravité dans la voix, elle les connaissait. C'était le prélude aux grandes révélations, aux vérités qui changent le cours d'une vie, aux déchirures irrémédiables. « Je t'écoute, Julien. » Elle s'efforçait de maintenir une façade de calme, mais son sang battait à ses tempes, un tambour funèbre annonçant la fin. Elle sentait son regard peser sur elle, un regard qui semblait chercher les mots justes, ou peut-être le courage de les prononcer. « C'est à propos de l'affaire de la Croix, » commença-t-il. Un prétexte, elle le savait, mais elle le laissa parler. Les choses sont plus compliquées que prévu. Il parlait de son travail d'architecte, des projets ambitieux qui l'absorbèrent corps et âme, des enjeux financiers colossaux, des mots qui auparavant l'auraient intéressée, mais qui ce soir-là glissaient sur elle sans l'atteindre. Son esprit était ailleurs, à chercher la faille, le point de rupture. Il y a une clause qui nous lie à la société de Michel, tu sais, mon ancien associé. Michel, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Un homme d'affaires redoutable, dont la réputation sulfureuse avait toujours inquiété Éléonore. Un homme qui avait eu une liaison avec la sœur de Julien, une histoire ancienne, compliquée, dont les répercussions semblaient ne jamais finir. « Oui, je me souviens, » dit-elle,
sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Le projet de la Tour des Vents. Exact. Il s'avère que Michel a des difficultés financières sérieuses. Et notre contrat avec lui, il est blindé. Si son entreprise coule, la nôtre est en danger. Il marqua une pause, et Éléonore sentit la tension monter, palpable, suffocante. Elle le regardait, tentant de lire dans ses yeux la vérité qu'il s'apprêtait à lui livrer. « Et donc ?» demanda-t-elle, son cœur martelant ses côtes. « Et donc il y a une solution. Une seule. » Il posa ses mains sur la table, les paumes ouvertes, comme pour se décharger d'un poids invisible. Michel a une fille, Sarah. Elle travaille avec lui depuis des années. Elle est brillante, Éléonore, et très influente. Le nom, Sarah, résonna dans le petit bistrot comme un coup de tonnerre. Éléonore sentit le sang se glacer dans ses veines. Sarah. Elle l'avait croisée une ou deux fois lors de dîners mondains. Une femme d'une beauté froide et altière, aux yeux d'un vert intense qui semblait tout dévorer sur leur passage. Une femme qui, elle le savait inconsciemment, avait toujours plané comme une ombre insidieuse sur leur histoire. « Et cette solution, Julien ?» murmura Éléonore, sa voix à peine un souffle. « Sarah est prête à investir massivement dans notre projet, à le sauver, à une condition. » Il la regarda droit dans les yeux et Éléonore vit la douleur, la honte, la résignation et une pointe de désespoir. « Elle veut m'épouser. » Le monde d'Éléonore s'écroula en un instant, en un seul mot. Le bruit des tasses, les rires étouffés des autres clients, le bourdonnement de la ville, tout s'estompa. Le crépuscule avait laissé place à la nuit, et avec elle, une obscurité bien plus profonde s'était abattue sur son âme. Elle regarda Julien, l'homme qu'elle aimait, l'homme qui venait de la trahir, non pas par un acte passionnel, mais par une nécessité froide, calculée. Une trahison inévitable, disait-il. Mais la douleur était la même, brûlante, insoutenable. Elle sentit ses yeux picoter, mais pas une larme ne coula. La stupeur était trop grande, la blessure trop vive. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» réussit-elle à articuler, sa voix étrangère, cassée. Julien secoua la tête, le visage ravagé par une douleur qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Je suis désolée, Éléonore, vraiment. C'est la seule façon de sauver l'entreprise. De sauver tout ce pourquoi nous avons travaillé. » Elle rit, un rire amer et désespéré qui attira quelques regards curieux. « Sauver l'entreprise ? Ou sauver ta peau, Julien ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde de reproches. Le vin rouge qu'ils avaient de commander avec tant d'insouciance trônait sur la table, son reflet écarlate se mêlant aux larmes invisibles d'Éléonore. La trahison n'était pas un coup de poignard dans le dos, mais une lente corrosion de l'âme, une promesse brisée par les rouages impitoyables du destin, ou peut-être par la faiblesse humaine. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol dans un bruit strident qui résonna dans le silence qu'elle avait créé autour d'eux. Elle ne pouvait plus rester là, respirer le même air que cet homme qui venait de réduire en cendres les fondations de leur amour. « Je dois y aller, » dit-elle, sa voix froide, dénuée de toute émotion. « Éléonore, attends !» s'écria Julien, sa main tendue vers elle, mais elle recula, le regard vide. Elle ne se retourna pas. Elle traversa le bistrot, la gorge serrée, le cœur en miettes, laissant derrière elle les éclats du rêve qu'ils avaient bâti ensemble. Dehors, la nuit parisienne l'accueillit, indifférente à sa peine. Le froid s'insinua sous son manteau, mais la morsure la plus aiguë venait de l'intérieur. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce soir-là, dans le tourbillon des lumières de la ville, elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, et avec lui une part d'elle-même. Et elle savait, avec une certitude effroyable, que ce n'était que le début d'une longue et douloureuse descente. Le pavé froid sous ses pas semblait aspirer la chaleur de ses dernières illusions. Chaque lampadaire qu'elle dépassait projetait des ombres longues et déformées, des spectres silencieux de ce qui avait été et ne serait plus. Elle marchait sans but, les bruits de la ville, jadis familiers et apaisants, devenus une cacophonie assourdissante, un écho moqueur de son désarroi. Ses doigts serraient à la bandoulière de son sac, comme si ce simple geste pouvait retenir les fragments épars de sa vie.
La trahison de Julien n'était pas seulement une fin, c'était une défiguration. Elle avait cru en une force, en une tendresse qui, pensait-elle, transcendait les tempêtes. Mais cette nuit, cette conviction s'était effondrée, révélant la fragilité de toute chose, la facilité avec laquelle l'amour pouvait être troqué contre la survie. Elle se retrouva devant la Seine, le fleuve miroitant, les lumières brisées des ponts, un ruban d'encre sous le ciel lourd. Le froid montait des eaux, pénétrant ses vêtements, mais l'engourdissement physique n'était qu'un voile ténu sur la douleur lancinante qui déchirait son être. Elle pensa à Sarah, cette ombre élégante qui avait toujours plané autour de Julien, une présence discrète mais insistante, une promesse de sécurité, de fortune. Éléonore avait toujours senti cette menace sourde, cette rivale dont la richesse était une part intrinsèque de son charme. Mais elle avait refusé d'y croire, avait étouffé sa jalousie sous le poids d'un amour qu'elle pensait inébranlable. Aujourd'hui, cette menace avait pris corps, et avec elle, la confirmation la plus amère. Et si la richesse était un voile, cachant une vérité bien plus sombre, elle n'était pas suffisante. Son amour, sa présence, son âme, tout cela pesait moins lourd que des chiffres sur un compte bancaire. Une amertume glaciale lui serra la gorge. Elle revoyait le visage de Julien, ses yeux bleus d'orage qu'elle avait tant aimés, maintenant voilés, d'une culpabilité qu'il n'avait pas le courage d'assumer pleinement. Il avait parlé de sauver son entreprise, de dernière solution, des mots creux qui masquaient une lâcheté abyssale. Mais derrière ces mots, Éléonore entrevoyait d'autres ombres, plus complexes. La relation entre Julien et Michel, son ancien associé, avait toujours été tendue, empreinte d'une rivalité féroce, d'une admiration mêlée de ressentiment. Michel, le mentor, le père de Sarah, celui qui avait tout appris à Julien, puis l'avait laissé se débattre seul, avant de réapparaître avec cette offre empoisonnée. Y avait-il plus que de simples affaires derrière cette exigence de mariage ? Une vieille rancune, une vengeance savamment orchestrée? L'idée d'un piège, d'une machination plus vaste, commença à germer dans l'esprit tourmenté d'Éléonore. Elle se sentait prise dans une toile dont elle ne comprenait pas les fils, une toile tissée par des mains invisibles, où son amour n'était qu'un pion sacrifiable. La douleur se mua en une curiosité morbide, une nécessité de comprendre les profondeurs de cette trahison, les motifs cachés qui avaient motivement poussé Julien à ce geste irréversible. L'indifférence de la nuit parisienne ne faisait qu'accentuer son sentiment d'isolement, mais aussi une nouvelle détermination, froide et implacable. Elle ne voulait plus seulement fuir, elle voulait savoir. Pourtant, au-delà de la cruauté des faits, se cachait une vérité bien plus déchirante. Et elle savait, avec une certitude nouvelle et terrifiante, que ce chemin vers la vérité serait long, semé d'embûches, et qu'il l'amènerait peut-être vers des révélations encore plus douloureuses que le chagrin qu'elle portait déjà. Le froid de l'aube naissante mordait la peau d'Éléonore, mais une autre morsure, plus profonde, la tenait en éveil. La silhouette familière de Michel, le père de Sarah, émergea soudain d'un recoin de sa mémoire, teintée d'une anxiété nouvelle. Elle se rappelait les regards insistants que l'homme posait parfois sur elle, lors des rares dîners mondains où Julien l'avait traînée, des regards qui n'avaient rien de la bienveillance d'un ancien associé. Il y avait dans ses yeux une lueur calculatrice, une satisfaction à peine voilée, comme s'il déchiffrait une équation compliquée dont elle était l'une des variables. Et si Sarah n'était qu'un instrument, une pièce maîtresse dans un jeu bien plus ancien, bien plus sombre? La pensée la glaça. Michel avait toujours été un homme d'ombre, un stratège dont la réputation précédait la présence. On disait de lui qu'il ne laissait jamais rien au hasard, que chaque action était une étape vers un but lointain, invisible aux yeux des profanes. Elle se remémora une conversation lointaine, des bribes de mots échangés entre Julien et Michel, entendus par inadvertance lors d'une fête d'entreprise. Des allusions à des anciennes dettes, des services rendus qui n'avaient pas été totalement remboursés. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, les classant comme les sempiternelles querelles d'affaires. Aujourd'hui, ces mots résonnaient avec une acuité glaçante, tissant une toile sombre autour de son existence. Résonnaient avec une force nouvelle, se transformant en clé pour des serrures qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Et si le mariage de Julien et Sarah n'était pas seulement une solution économique, mais l'aboutissement d'un plan ourdi de longue date, une vengeance froide et méthodique, l'image de Michel, son sourire énigmatique, ses yeux perçants,
se superposait à celle de Julien, son visage marqué par la tension, le regard fuyant lorsqu'il avait prononcé les mots fatidiques. Éléonore sentait les pièces du puzzle s'assembler, formant une image terrifiante. Julien n'était peut-être pas seulement un traître, mais aussi une victime, pris au piège d'un pacte ancien, d'une dette qu'il ne pouvait refuser de payer. Cette idée, loin d'apaiser sa douleur, la complexifiait. Elle ne savait plus qui haïr, qui plaindre. La ligne entre bourreau et victime s'estompait dans ce labyrinthe de trahison et de secrets. Elle se retrouva devant la devanture d'un café encore fermé, le reflet de son visage pâle dans la vitre lui renvoyant une image d'étrangère. Ses traits fins et ternes de tirés, ses yeux d'habitude si vifs, désormais empreints d'une lassitude profonde, mais aussi d'une nouvelle lueur, celle de la détermination. La jeune femme résignée qu'elle était quelques heures auparavant avait cédé la place à une inquisitrice. Elle ne pouvait plus se contenter de fuir le chagrin. Elle devait le comprendre, le décortiquer, démasquer les architectes de cette tragédie. Ce n'était plus une question d'amour brisé, mais de justice, une quête de vérité qui allait la forcer à plonger dans les abysses d'un passé, un passé qui, par sa noirceur, menaçait d'engloutir son fragile présent, qu'elle ignorait, un passé qui, elle en était certaine, détenait la clé de son présent dévasté. La nuit avançait, et avec elle, la certitude qu'elle ne trouverait pas le repos tant qu'elle n'aurait pas levé le voile sur les sombres desseins de Michel et la véritable nature de l'engagement de Julien. Le chemin s'annonçait long et périlleux, mais Éléonore savait qu'elle ne reculerait pas. Le matin se leva sur une ville encore endormie, mais Éléonore n'avait pas fermé l'œil. Assise au bord de son lit défait, le parfum fané de la nuit persistait, mêlé à l'amertume de ses pensées. Elle revoyait le visage de Julien, ses yeux d'un bleu d'orage qui, la veille, avaient reflété une détresse qu'elle n'avait pas su déchiffrer. Était-ce la peur de la ruine, ou une autre ombre, plus insidieuse, qui l'avait poussée dans les bras de Sarah? La question tournait en boucle, aiguisant sa détermination. Elle se leva, ses mouvements empreints d'une nouvelle énergie, celle de l'urgence silencieuse. Son premier pas la mena non pas vers un ami compatissant, mais vers la bibliothèque municipale, un lieu qu'elle avait tant de fois partagé avec Julien, leurs doigts effleurant les mêmes reliures poussiéreuses. Aujourd'hui, l'atmosphère familière lui semblait étrangère, presque hostile. Elle chercha les archives de presse, les vieux journaux économiques. Michel Delacroix, le père de Sarah, n'était pas un homme discret. Sa fortune, bâtie sur des fondations parfois chancelantes, avait souvent fait les gros titres. Éléonore se plongea dans les articles jaunis, les colonnes serrées qui racontaient les scandales, les succès éphémères, les alliances douteuses. Le papier froissé crissait sous ses doigts, chaque page un écho lointain des ambitions démesurées d'un homme. Elle se sentait aspirée par ce passé, comme si les mots imprimés détenaient la clé d'un présent qu'elle ne parvenait plus à déchiffrer. La poussière des siècles s'accumulait sur ses pensées, voilant la clarté de son jugement. Elle cherchait une vérité, mais ne trouvait qu'un labyrinthe de demi-vérités et de silences assourdissants. Le parfum entêtant du vieux papier et de l'encre fanée lui rappelait étrangement l'odeur du café qu'ils partageaient, Julien et elle, les matins où le monde semblait encore simple. Le contraste était brutal. L'ascension et les scandales étouffés d'un empire. Les informations étaient éparses, souvent contradictoires, mais un fil rouge commençait à se dessiner. Une série d'investissements douteux, des partenariats brisés et surtout un schéma récurrent de rachats opportunistes d'entreprises en difficulté. Puis son regard tomba sur un article datant de près de 20 ans, relatant la liquidation controversée d'une petite maison d'édition, jadis florissante. Le nom du propriétaire, un certain Armand Dubois, lui était inconnu, mais une phrase la frappa. La famille Dubois, ruinée, a dû vendre tous ses biens pour éponger les dettes, laissant derrière elle un goût amer de vengeance et de trahison. Et le nom de Michel Delacroix apparaissait en bas de page, comme l'un des principaux créanciers ayant bénéficié de la faillite. Une coïncidence ? Éléonore n'y croyait plus. Le cœur d'Éléonore se serra. Si Michel était capable d'une telle manœuvre 20 ans auparavant, pourquoi pas aujourd'hui ? Et quel était le lien avec Julien ? Son entreprise, spécialisée dans la restauration de manuscrits anciens, était justement celle qu'Armand Dubois avait dirigée. Le passé de Julien, qu'elle croyait si bien connaître, se révélait soudainement opaque. Elle se souvenait de ses récits, toujours élogieux, de son mentor, un vieil homme passionné qui lui avait transmis son amour des livres.
Mais il n'avait jamais mentionné le nom de Dubois, ni les circonstances exactes de sa reprise de l'entreprise. Un voile épais recouvrait cette partie de l'histoire, un voile que Michel Delacroix semblait tenir d'une main de maître. La tension palpable dans l'air promettait de déchirer les fragiles voiles du passé. Montée en elle, palpable, elle tenait un fil, ténu, mais prometteur. La vengeance de Michel ne visait peut-être pas seulement Julien, mais s'inscrivait dans une toile bien plus ancienne, dont Julien était, sans le savoir, la dernière victime ou le complice inconscient. La quête de vérité prenait une dimension nouvelle, plus sombre, plus personnelle. Elle sentait que chaque pas la rapprochait d'un abîme, mais elle ne pouvait plus reculer. La nuit suivante serait longue, elle aussi, remplie du bruissement des pages et du murmure des secrets. La nuit déroula ses heures froides, tissant autour d'Éléonore un linceul de silence et de questions. Elle avait passé ses heures à fouiller dans les recoins oubliés de sa mémoire, à exhumer chaque bribe de conversation avec Julien, chaque allusion à son passé professionnel. Les détails, jadis insignifiants, prenaient désormais une acuité douloureuse. Il y avait eu cette soirée, il y a des années, où Julien, un peu éméché par le vin et la victoire d'un gros contrat, avait évoqué un vieux conflit entre son mentor, le fameux Dubois, et un rival, dont il n'avait jamais prononcé le nom. Il avait balayé l'anecdote d'un geste, la qualifiant de querelle d'anciens, sans s'attarder. Éléonore se souvenait aussi de la façon dont Julien avait toujours évité de parler de la période précédant la reprise de l'entreprise Dubois. Un silence lourd, presque religieux, planait sur ces années-là. Elle se leva à l'aube, le corps lourd mais l'esprit aiguisé. Une impulsion inattendue la poussa. Ce secret enfoui allait-il enfin révéler les ombres de son passé ? Vers la bibliothèque municipale, un édifice imposant aux murs de pierre noircis par le temps, où le passé semblait s'être figé entre les rayonnages. Elle y chercha des archives, des coupures de journaux datant de l'époque où Dubois avait cédé son entreprise. Les microfiches défilaient devant ses yeux fatigués, les titres se succédaient, banals, jusqu'à ce qu'un nom la frappe, gravé dans l'encre jaunie d'un article de presse économique, l'affaire Dubois de la Croix, un contentieux qui dure. Le nom de Michel Delacroix y figurait, non pas comme un associé loyal, mais comme un concurrent acharné, accusé de pratiques commerciales douteuses, voire d'une tentative de rachat hostile. L'article daté de 15 ans plus tôt décrivait un procès retentissant, dont l'issue avait été favorable à Dubois mais avait laissé des cicatrices profondes dans le monde des affaires parisien. Delacroix avait été publiquement humilié, sa réputation entachée. La pièce manquante du puzzle prenait forme, macabre et glaçante. La vengeance de Michel n'était pas une simple réaction à la faillite de Julien, mais l'aboutissement d'une rancœur mûrie dans l'ombre pendant des années. Il avait attendu son heure patiemment que la fortune tourne pour le fils spirituel de son ancien ennemi. Julien n'était pas seulement une victime économique, mais le pion innocent d'une vendetta ancestrale. Et Sarah, la fille de Michel, n'était qu'un instrument, une pièce maîtresse dans cette machination diabolique. Mais alors, quel rôle avait joué Dubois dans tout cela ? Avait-il réellement transmis son entreprise à Julien par pure bienveillance, ou y avait-il un motif plus sombre, tissé de fils invisibles et de destins contrariés? Une clause secrète, une dette invisible qui liait Julien à ce destin funeste? Éléonore sentait un froid se glisser en elle. Elle devait retrouver Dubois. L'homme qu'elle savait âgé et retiré des affaires détenait sans doute la clé de cette énigme. Mais le trouver serait une autre épreuve, un nouveau labyrinthe dans cette quête vertigineuse. Elle savait que chaque nouvelle révélation la précipitait un peu plus dans un gouffre d'incertitude, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Le sort de Julien, son amour, son bourreau dépendaient peut-être d'elle. Et cette vérité, aussi amère soit-elle, elle la voulait. Elle devait la déterrer, même si cela signifiait briser ce qu'il restait de son cœur. L'air de la bibliothèque, lourd de poussière et de secrets, semblait peser sur ses épaules, annonçant la tempête à venir. Le silence de la bibliothèque se fit plus oppressant encore tandis que le jour déclinait, tamisant les rayons obliques qui révélaient des cohortes de particules dansantes. Éléonore, le front plissé par la concentration, fouillait d'anciens annuaires professionnels, des registres jaunis par le temps. Armand Dubois, un nom qui résonnait désormais comme un glas dans les corridors de son esprit, semblait s'être évanoui de la surface de la terre.
Les adresses mentionnées étaient obsolètes, les numéros de téléphone renvoyaient à des lignes coupées ou à des voix étrangères qui ne connaissaient rien de l'homme qu'elle cherchait. Chaque échec était une piqûre d'épingle, un rappel de l'immense fossé qui la séparait de la vérité. La nuit s'épaississait au-delà des vitraux, peignant Paris. Mais que cherchait-elle vraiment au-delà des ombres de ce passé enfoui, d'ombres bleutées? Éléonore, épuisée, sentit la mélancolie l'envahir. Elle repensa à Julien, à ses yeux d'orage, à ce sourire charmeur qui masquait tant de tourments. Était-il innocent, piégé par un destin cruel, ou complice de sa propre chute, emporté par l'orgueil et l'ambition? La question la rongeait, la privait de repos. Elle se revoyait dans ce bistrot, le jour où tout avait basculé, l'écho de ses paroles résonnant encore dans le creux de son estomac. « Je dois épouser Sarah. » Chaque syllabe était un couteau tourné dans la plaie béante. Elle se leva, ses membres lourds, et s'approcha de la fenêtre. La ville s'étirait, indifférente à son chagrin, à la tragédie silencieuse qui se jouait dans son âme. Un taxi passa en contrebas, ses phares traçant des lignes éphémères sur l'asphalte humide. Elle se sentit soudainement très seule, dérisoire face à l'immensité de cette machination. Dubois était sa seule ancre, son dernier espoir. Mais comment le trouver quand il semblait avoir délibérément choisi l'oubli? Une idée, fugace d'abord, puis insistante, traversa son esprit. Les affaires. Armand Dubois avait bâti un empire avant de se retirer. Il avait forcément laissé des traces, des associés, des collaborateurs. Peut-être qu'un ancien employé, un secrétaire de longue date, pourrait détenir une information, un indice, aussi infime soit-il. C'était une piste ténue, presque désespérée, mais c'était la seule qui lui restait. Elle se promit de fouiller chaque recoin du passé de Dubois, interroger chaque ombre qui avait croisé sa route. Le spectre de Sarah, la future Lamour, cette énigme éternelle, tisse-t-il les fils du destin ou les déchire-t-il sans pitié? Épouse planait comme une menace, ajoutant une urgence cruelle à sa quête. Le temps lui était compté. Elle devait agir vite, avant que les liens ne se nouent irrémédiablement, avant que Julien ne soit englouti par les abysses d'un mariage de raison. La bataille était loin d'être gagnée, et Éléonore sentait, au plus profond de son être, qu'elle était seule pour la mener. Le lendemain, Paris se drapa d'un voile gris, à l'image du cœur d'Éléonore. Elle commença sa traque, méthodique, obstinée. Les anciens registres de commerce, les archives poussiéreuses des journaux financiers, chaque bribe d'information sur la société Dubois & Associés fut épluchée. Les noms émergèrent lentement de la brume du passé. Des secrétaires oubliés, des comptables à la retraite, des juristes dont la renommée s'était éteinte avec les années. La plupart étaient introuvables, volatilisés dans l'anonymat des banlieues lointaines ou des maisons de repos. Mais un nom, celui d'un certain Monsieur Leclerc, ancien chef de cabinet d'Armand Dubois, revint avec une insistance particulière. Sa dernière adresse connue le situait dans un quartier populaire du 19e arrondissement, à l'ombre des buttes Chaumont. Elle arriva devant l'immeuble, une façade décrépite, les fenêtres aveugles, le reflet terne d'une vie qui avait depuis longtemps perdu de son éclat. L'air y était lourd de souvenirs fanés et de silence. Après avoir gravi 3 étages aux marches usées, elle frappa à une porte dont la peinture écaillée révélait des couches d'histoire. Un bruit de pas traînants, puis la porte s'entr'ouvrit sur un homme dont le visage... Mais qui était cet homme? Son passé et le fardeau qu'il portait dans ses yeux éteints? Portait les stigmates du temps, les yeux voilés d'une mélancolie profonde? C'était Leclerc. Il la dévisagea, l'étonnement se mêlant à une curiosité empreinte de lassitude. « Madame, je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous ?» Sa voix était rauque, comme érodée par des années de non-usage. Éléonore, son cœur battant la chamade, sentit que cet homme était sa dernière chance. « Monsieur Leclerc, je m'appelle Éléonore. Je cherche des informations sur Armand Dubois. Je sais que vous avez travaillé pour lui, c'est urgent. Il s'agit de Julien. » À l'évocation de Julien, un frisson traversa le vieil homme. Ses yeux s'agrandirent un instant, puis se refermèrent, comme pour retenir un secret trop lourd. Il l'invita à entrer d'un geste hésitant, la conduisant dans un salon minuscule, encombré de livres jaunis et de souvenirs muets. L'air y était confiné, imprégné de l'odeur du tabac froid et du temps qui passe.
Julien, répéta-t-il, un murmure rempli d'une douleur ancienne. Je savais qu'un jour, les fantômes du passé viendraient frapper à sa porte. Il lui offrit une tasse de thé à la menthe, dont l'amertume reflétait l'atmosphère. Éléonore lui expliqua la situation, les fiançailles forcées de Julien avec Sarah, la menace de faillite, les soupçons de vengeance de Michel Delacroix. Le clerc l'écouta, le regard rivé sur ses mains tremblantes, chaque mot semblant ranimer des blessures enfouies. Lorsque Éléonore eut fini, un long silence s'installa, seulement brisé par le tic-tac monocorde d'une horloge ancienne. Le clerc leva enfin les yeux, un éclair de détermination, dans ses prunelles, un feu nouveau brûlant les cendres d'un passé douloureux, perçant la mélancolie. « Michel Delacroix, ce nom me glace le sang, madame, il n'est pas l'homme que vous croyez. Sa vengeance est plus profonde, plus venimeuse que ce que vous pouvez imaginer. » Il marqua une pause, comme s'il hésitait à dévoiler un secret trop lourd. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ni même de rancœur professionnelle, c'est une histoire de sang, de trahison et d'une promesse brisée qui a ravagé des vies. Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. La complexité de l'affaire se densifiait, prenant des contours plus sombres encore. « De quoi parlez-vous, monsieur Leclerc ?» Le vieil homme se pencha en avant, son regard se fixant sur elle avec une intensité troublante. Armand Dubois n'était pas seulement le mentor de Julien. Il était bien plus. Et Michel Delacroix? Il n'a jamais pardonné. Il ne s'arrêtera devant rien. Sarah n'est qu'un pion dans son jeu macabre. Il sortit d'un tiroir secret une vieille photo jaunie. On y voyait un jeune Armand Dubois, souriant, entouré de deux autres hommes. L'un était sans conteste Michel Delacroix, plus jeune, l'air déjà dur. Mais c'était le troisième homme qui attira l'attention d'Éléonore, un homme aux traits étrangement familiers, dont le regard bleu-gris semblait percer le temps. « Reconnaissez-vous cet homme, madame ?» demanda le clerc d'une voix basse, presque un murmure. Éléonore prit la photo, ses doigts effleurant le papier fragile, son cœur se serra. Les contours de ce visage, la forme du nez, la ligne du menton. Et si ce visage oublié détenait la clé d'un passé que vous ignoriez? C'était le père de Julien. Le père que Julien n'avait jamais vraiment connu, disparut tragiquement alors qu'il était enfant. L'ombre de cette révélation planait, lourde et menaçante. Le lien entre Dubois, Delacroix et le père de Julien était bien plus intime, plus inextricable que tout ce qu'elle avait pu imaginer. La machination dépassait de loin la simple transaction commerciale. Elle plongeait ses racines dans un passé familial où le sang et les secrets s'entremêlaient. La toile se resserrait. Le clerc observa le visage d'Éléonore, où l'éclair de la reconnaissance se mêlait à une angoisse sourde. Le silence de la pièce s'épaississait, saturé de non-dits et de vérités amères. « Son père », murmura-t-elle finalement, d'une voix à peine audible, comme si prononcer ces mots leur donnait une réalité insupportable. L'inspecteur hocha lentement la tête. Jacques Delaroche, un homme brillant, ingénieur de génie, mais aussi un idéaliste. Il a travaillé de près avec Armand Dubois à l'époque sur des projets qui auraient pu révolutionner le secteur et en déranger certains. Éléonore sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. La pièce du puzzle qu'elle tenait entre ses mains était plus grande, plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Et Michel Delacroix? Quel est son rôle dans tout cela? Le clerc soupira, ses yeux se perdant dans un passé lointain. Michel Delacroix était l'assistant de Dubois. Ambitieux, sans scrupules. Il voyait dans les inventions de Delaroche et Dubois une fortune facile, un moyen de grimper socialement. Mais Jacques Delaroche, lui, refusait de compromettre ses principes. Il était l'âme de cette entreprise, le garant de son éthique. Principe. Il voulait que ses découvertes servent le bien commun, pas seulement le profit. Alors, c'est une histoire de trahison? Bien plus que ça, madame. Jacques Delaroche a disparu mystérieusement peu après un différend majeur avec Michel Delacroix. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'enquête a conclu à un accident, mais Dubois, lui, n'y a jamais cru. Il a toujours soupçonné Delacroix d'être impliqué. La gorge d'Éléonore se serra. Le lien entre Julien et Michel n'était pas une simple transaction commerciale forcée. C'était une dette de sang, une vengeance longuement mijotée,
un macabre héritage. Julien, l'innocent, était le pion d'une partie d'échecs dont il ignorait les règles, un sacrifice silencieux sur l'autel d'un passé qu'il n'avait pas connu. Et Dubois, que sait-il réellement ? Demanda-t-elle, sentant l'urgence de le retrouver. Leclerc la regarda avec une gravité nouvelle. Dubois a tout perdu à cette époque. Sa réputation, sa carrière et son ami. Il s'est retiré du monde, hanté par cette histoire. Mais il n'a jamais oublié. Il a toujours cherché la vérité, à sa manière. Éléonore réalisa l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Retrouver Dubois n'était que le début. Il fallait démêler des décennies de mensonges, affronter un homme puissant et sans scrupules, et surtout sauver Julien d'un destin qu'il n'avait pas choisi. Elle sentait le poids de cette quête, la fragilité de sa propre existence face à la noirceur de cette histoire. Mais l'image des yeux bleus de Julien, empreint de cette mélancolie qu'elle aimait son cœur, étreint par une angoisse douce, battait au rythme funèbre du passé. Tant lui donna la force de continuer. Il fallait qu'elle perce ce mystère, non seulement pour lui, mais aussi pour le père qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. La toile désormais n'était plus seulement resserrée, elle étouffait. Leclerc, devinant la profondeur de sa résolution, lui tendit une carte de visite, jaunie par le temps. « Ceci est la seule adresse que je possède de Monsieur Dubois. Une petite maison en Bretagne, loin de tout. Il y cultive son silence et ses souvenirs. Mais je vous préviens, mademoiselle, l'homme que vous y trouverez n'est plus celui que j'ai connu. Les années et le chagrin l'ont transformé en une ombre. Il ne vous ouvrira pas facilement son âme, ni même sa porte. » Éléonore, le cœur noué, serra la carte. Le voyage s'annonçait long, non seulement en kilomètres, mais en émotions. Elle quitta le bureau de Leclerc, le pas lourd, l'esprit embrouillé par le tumulte des révélations. Paris, soudain, lui parut étranger, ses lumières agressives, ses bruits assourdissants. Elle avait besoin de fuir cette ville qui avait abrité tant de mensonges, tant de douleurs. Quelques jours plus tard, le train la déposait sur une côte balayée par les vents, où l'océan, sombre et impétueux, semblait murmurer des secrets anciens. La petite maison de Dubois se dressait, solitaire, sur une falaise battue par les embruns, comme un phare éteint. Un jardin sauvage, où les herbes folles et les rosiers épineux s'entremêlaient, entourait la demeure. Le bois des volets était écaillé, la pierre avait noirci par le temps et l'humidité salée. Elle s'avança, une valise légère à la main, le cœur lourd d'une solitude qu'elle tentait de fuir. La porte grinça sous la pression de sa main, révélant un intérieur poussiéreux, imprégné de l'odeur du passé. Chaque objet, chaque meuble drapé de linceul blanc, semblait retenir son souffle, attendant le retour d'une vie qui ne reviendrait jamais. Elle traversa le salon, où la lumière du jour filtrait à travers les rideaux jaunis, et se laissa tomber sur un fauteuil, le regard perdu dans le vide. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le lointain mugissement de la mer. Recouverte de mousse, et une mélancolie tenace semblait émaner de chaque recoin. Elle frappa à la porte, le cœur battant la chamade. Un silence pesant lui répondit. Elle frappa de nouveau, plus fort, et attendit, l'oreille tendue. Un bruit de pas traînants se fit entendre, puis la porte s'entr'ouvrit sur un homme dont le visage, sillonné de rides profondes, portait les stigmates d'une vie de souffrance. Ses yeux, d'un bleu pâle, étaient cernés de fatigue, et sa barbe blanche, en désordre, lui donnait l'allure d'un ermite. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque, teintée d'une méfiance palpable. « Monsieur Dubois, je m'appelle Éléonore. Je viens de la part de monsieur Leclerc, j'ai besoin de vous parler. C'est à propos de Julien et de son père, Jacques Delaroche. » À l'évocation de ces noms, une lueur d'une douleur ancienne traversa les yeux de l'homme. Il hésita, puis, avec un soupir lourd, il ouvrit un peu plus la porte. « Entrez, mademoiselle. Mais sachez que je n'ai plus rien à dire sur cette histoire. Elle appartient au passé, et le passé est une tombe dont on ne doit pas soulever la pierre. » Éléonore entra dans une pièce faiblement éclairée, où l'odeur du vieux papier et du bois ciré se mêlait à celle du sel marin. Des étagères débordaient de livres, et des cartes jaunies recouvraient tous les murs. Le silence était presque palpable, rompu seulement par le cliquetis des vagues contre les rochers. « Je sais que c'est difficile, monsieur Dubois, mais Julien est en danger. Mais le passé recèle parfois des vérités dérangeantes,
prêtes à refaire surface. Michel Delacroix est en train de le manipuler. Il va épouser sa fille, Sarah, pour sauver son entreprise. C'est une vengeance, n'est-ce pas? Une vengeance ourdie depuis des années. Le vieil homme s'assit lourdement dans un fauteuil usé, son regard perdu dans le vague. Vengeance, dites-vous? C'est un mot bien faible pour décrire ce que Michel Delacroix a fait. Il a détruit des vies, brisé des familles, tout cela pour son ambition démesurée. Jacques était un homme intègre, un visionnaire. Il refusait de transiger avec ses principes. Delacroix ne l'a jamais pardonné. Que s'est-il passé exactement? Dubois ferma les yeux, une expression de profonde tristesse sur son visage. Jacques avait découvert des irrégularités dans les comptes de l'entreprise où il travaillait avec Delacroix, qui était alors son assistant. Des malversations, des détournements de fonds, il voulait les dénoncer. Delacroix l'a supplié de se taire, lui promettant monts et merveilles. Jacques a refusé. Il était trop honnête. Une semaine plus tard, il disparaissait, sans laisser de traces. Son corps n'a jamais été retrouvé. La police a conclu à un accident, une chute en mer. Mais je n'y ai jamais cru. Éléonore sentit un frisson la parcourir. La noirceur de l'histoire dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Vous pensez que Delacroix est responsable de sa mort? Je n'ai aucune preuve formelle, mademoiselle. Mais j'ai des doutes, de lourds doutes. Delacroix était un homme sans scrupules, avide de pouvoir. Il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Et cet homme était sur le point d'épouser ma fille, Camille, une jeune femme pure et innocente, qui n'avait aucune idée de la noirceur de l'âme de son futur mari. Je devais la protéger, je devais découvrir la vérité. Les yeux du vieil homme, embués de larmes, cherchaient une étincelle de compréhension dans ceux d'Éléonore. Le poids de ses paroles s'abattait sur elle, lourd et implacable, comme une fatalité annoncée. Elle sentait le passé se tordre, s'étirer pour venir mordre le présent de ses crocs acérés. L'air se fit plus dense, chargé d'un parfum de regret et de non-dit. Pour atteindre ses objectifs. Et la disparition de Jacques lui a ouvert la voie. Il a pris sa place, s'est emparé de ses projets et a bâti son empire sur les ruines de notre entreprise. Il y eut un long silence, troublé seulement par le vent hurlant à travers les carreaux. Éléonore réalisa l'horreur de la situation. Julien était le fils de cet homme disparu, de cet homme sacrifié. Et il était sur le point de se jeter aveuglément dans la gueule du loup. La toile n'était plus resserrée, elle était un nœud coulant. Monsieur Dubois, il faut que vous m'aidiez. Julien est en train de revivre l'histoire de son père. Il va se marier avec la fille de Delacroix. C'est une prison dorée, un piège. Il faut l'en sortir. Le vieil homme secoua la tête, ses yeux emplis d'une résignation amère. Je suis un vieil homme, mademoiselle. J'ai perdu tout ce que j'avais. Je n'ai plus la force de me battre. Et Delacroix est un adversaire redoutable. Il a des bras longs, des alliés puissants. Vous ne pouvez rien contre lui. Je ne peux pas abandonner Julien, monsieur Dubois. Pas maintenant. Il faut que la vérité éclate. Pour lui, pour son père, pour que justice soit faite. Dubois la regarda, une étincelle de l'ancienne flamme perçant à travers la lassitude. La vérité, mademoiselle, est une arme à double tranchant. Elle peut libérer, mais elle peut aussi détruire. Et dans cette histoire, il y a des secrets enfouis si profondément qu'ils pourraient engloutir tout ce que vous chérissez. Que ferez-vous quand la vérité vous brisera le cœur? Secrets bien plus profonds que vous ne l'imaginez. Des secrets qui pourraient en vous consumer. Il se leva, son corps frêle tremblant légèrement. Il se dirigea vers une étagère poussiéreuse et en retira une boîte en bois sculpté. Il l'ouvrit et en sortit un carnet relié de cuir, jauni par le temps. Ceci appartenait à Jacques. Il y consignait ses recherches, ses découvertes, mais aussi ses doutes, ses peurs. Il y a des choses là-dedans qui pourraient bien vous éclairer. Mais soyez prudente, mademoiselle. Ce carnet est une porte ouverte sur un abîme. Éléonore prit le carnet entre ses mains, sentant le poids de l'histoire qu'il contenait. Les pages, fines et fragiles, semblaient murmurer des voix lointaines. Elle savait que chaque mot, chaque croquis, chaque formule était une clé pour percer le mystère de la disparition de Jacques et pour libérer Julien de l'emprise de Delacroix. Mais elle sentait aussi la menace qui planait, l'ombre d'un danger insoupçonné. La quête de la vérité était une voie semée d'embûches,
où chaque pas pouvait la rapprocher du précipice. Elle était désormais seule face à cette énigme, armée d'un carnet et de sa seule détermination. Le destin de Julien reposait entre ses mains. Les doigts d'Éléonore effleurèrent la couverture usée du carnet. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, non pas de peur, mais de la conscience aiguë d'un fardeau immense. Le silence de la petite maison bretonne, empli de l'odeur salée de la mer et de la poussière des livres anciens, amplifiait le battement de son cœur, battait-il au rythme des secrets enfouis, des amours perdus, des destins brisés, son propre cœur. Elle se sentait soudainement minuscule face à l'ampleur de ce qu'elle avait découvert, et pourtant une flamme indomptable brûlait en elle. La fatigue gravée sur son visage, les cernes sombres sous ses yeux de biche, n'altéraient en rien sa résolution. Elle devait lire ce carnet, percer ses secrets, pour Julien, pour la mémoire de Jacques, pour la vérité. Elle s'installa près de la fenêtre, le regard perdu un instant dans le gris de l'océan, avant de se concentrer sur les pages jaunies. L'écriture de Jacques Delaroche était fine et régulière, parsemée de croquis techniques d'une précision étonnante. Au fil des premières pages, elle découvrit des notes sur des recherches en ingénierie, des calculs complexes, des schémas d'invention audacieuses. Jacques était un visionnaire, un esprit brillant, mais petit à petit, le ton changea. Les dates indiquaient une période où Michel Delacroix était devenu son assistant. Les annotations devinrent plus personnelles, plus sombres. Delacroix est un homme étrange, son ambition est sans bornes, et son regard parfois me glace. Il pose des questions trop précises sur mes brevets, sur la structure de l'entreprise. Plus loin, une autre entrée. J'ai découvert des anomalies dans les comptes. De petites sommes au début, puis des montants plus significatifs. Des détournements de fonds masqués habilement. Delacroix nie, bien sûr. Il a l'art de la dissimulation. Éléonore sentit une boule se former dans sa gorge. Les paroles de Dubois prenaient tout leur sens. Ce n'était pas une simple trahison d'affaires, mais une trahison d'affaires, mais aussi un abîme de mensonges. Réseau de malversation. Le carnet révélait une lente érosion de la confiance, une amitié brisée par la cupidité. Puis vint la note qui la fit frissonner. J'ai confronté Delacroix. Il a ri, d'un rire froid et sans joie. Il m'a dit que je ne pouvais rien prouver, que mes preuves n'étaient que des gribouillis d'ingénieurs. Il a menacé ma famille si je persistais. Je dois être prudent, mais je ne peux laisser passer cela. Mes inventions, notre entreprise, ne sont pas destinées à servir ces basses œuvres. Je crains pour ma vie. La dernière entrée était datée de la veille de sa disparition. Le texte était presque illisible, tremblant, comme si la main de Jacques avait été saisie d'une peur panique. Il sait que je détiens les preuves, les documents bancaires falsifiés, les faux contrats. J'ai caché une copie de tout. Si quelque chose m'arrive, cher Armand, tu sauras où chercher. Ne laisse pas ce monstre l'emporter. Le carnet se terminait là, sur un appel au secours silencieux, une prémonition macabre. Éléonore le referma, le cœur lourd. Elle tenait entre ses mains non seulement la preuve de la culpabilité de Delacroix, mais aussi le testament d'un homme intègre, broyé par la noirceur humaine. Le où chercher était la clé manquante. Jacques avait-il laissé une piste plus explicite, une cachette, un indice dans ses recherches? Elle sentait l'urgence la tenailler. Chaque heure qui passait rapprochait Julien de cette union forcée avec Sarah, de cette prison dorée que Delacroix bâtissait. Mais où chercher avant que l'étau ne se resserre inexorablement sur Julien? Autour de lui. Le mariage était prévu dans moins de 2 semaines. Le temps était compté. Elle devait retourner à Paris, retrouver ce qu'avait caché Jacques et démasquer Delacroix avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle savait aussi que Delacroix n'était pas un homme à sous-estimer. Il avait déjà fait disparaître un homme. Que ferait-il à une jeune femme seule qui s'approchait trop près de ses secrets? La menace n'était plus une ombre lointaine, elle était palpable, imminente. Le chemin vers la vérité était une lame fine, et Éléonore devait marcher dessus sans fléchir. Le carnet, lourd de secrets et de douleurs anciennes, brûlait entre les mains d'Éléonore comme une braise ardente. Les mots de Jacques, tracés d'une écriture fiévreuse, résonnaient dans le silence de la petite chambre bretonne, chaque phrase une nouvelle angoisse, un pressentiment funeste. Elle revoyait le visage de Dubois, ses yeux embués par les souvenirs,
la voix rauque par les regrets. Il avait tout perdu, tout sauf la mémoire de son ami et le désir ardent de justice. Et maintenant, ce désir était devenu le sien. Le temps était compté. Le mariage approchait, implacable, tissant sa toile mortelle autour de Julien. Le retour à Paris fut un tourbillon d'appréhension. La ville, autrefois si familière, lui semblait étrangère, envahie par l'ombre menaçante de Michel Delacroix. Éléonore arpentait les rues, le carnet serré contre elle, chaque pas un écho de l'urgence qui la dévorait. Les indices de Jacques étaient clairs, mais la localisation des documents restait une énigme. Le grenier de la maison de campagne, avait-il écrit, sous la vieille malle en bois, derrière le portrait du grand-père. La maison de campagne de la famille Delaroche vendue depuis des années. Une impasse. Le regard d'Éléonore s'arrêta sur une vieille photo jaunie, glissée entre les pages du carnet. Jacques, jeune et souriant, posait devant une bâtisse aux allures de manoir. Au fond, une femme aux cheveux d'un brun profond, les yeux vifs, tenait un enfant dans ses bras. La mère de Julien. Une idée folle germa dans son esprit. La maison de campagne qu'il avait mentionnée était peut-être celle de sa propre enfance, celle où il avait grandi avec son père. Elle se rappela une conversation avec Julien, des années auparavant, une confidence furtive sur une vieille maison de famille, vendue après la disparition de son père, mais dont il avait gardé quelques souvenirs précieux. Un nom lui revint, la Clairière des Tilleuls. Elle se lança dans une course frénétique contre la montre. Les registres immobiliers, les archives, les annuaires. Chaque porte fermée ravivait son angoisse. Chaque espoir déçu la rapprochait du désespoir. Puis, un nom, une adresse dans les Yvelines. La Clairière des Tilleuls. Elle avait trouvé. L'actuel propriétaire, un homme âgé et affable, accepta de la laisser fouiller le grenier, intrigué par l'histoire qu'elle lui raconta, l'ombre d'une vieille injustice planant sur ses paroles. Le grenier. L'air était lourd, saturé de poussière et du parfum entêtant du passé. Des malles éventrées, des meubles recouverts de draps blancs, des toiles d'araignées tissant des voiles fantomatiques. Éléonore cherchait, le cœur battant, ses mains effleurant les objets oubliés, les reliques d'une vie brisée. Enfin, dans un coin sombre, sous une pile de vieux journaux, elle découvrit une malle en bois rongée par le temps. Derrière elle, accroché au mur, un portrait défraîchi d'un homme aux yeux sévères. Le grand-père. Elle ouvrit la malle, le couvercle grinçant comme une plainte ancienne. À l'intérieur, sous des couvertures élimées et des bibelots brisés, un compartiment secret, aménagé avec soin. Et là, enveloppés dans un linge de soie jaunie, les documents. Des liasses de papier, des relevés bancaires, des contrats falsifiés, des lettres signées de la main de Michel Delacroix. La preuve irréfutable de ses malversations, la confirmation de ses craintes les plus sombres, et glissée entre deux feuillets, une dernière lettre de Jacques, datée de la veille de sa disparition. Si jamais il m'arrive quelque chose, Éléonore, sache que Michel est derrière tout cela. Il me menace, mais je ne céderai pas. Ces documents sont ma seule protection, et peut-être ta seule vengeance. Le nom d'Éléonore. Pas la sienne, mais celle de la mère de Julien. Jacques avait-il pressenti qu'un jour, une autre Éléonore prendrait le relais, qu'une autre femme se battrait pour la vérité? L'émotion la submergea. Des larmes de soulagement et de fureur se mélangèrent sur ses joues. Elle avait ce qu'il fallait. Il était encore temps. Le jour du mariage. Le soleil impudent inondait l'église d'une lumière crue, soulignant la solennité forcée de l'événement. Éléonore, vêtue d'une robe simple, se tenait à l'arrière, le cœur serré, le paquet de documents caché dans son sac. Elle avait essayé de joindre Julien, en vain. Son téléphone était éteint, sans doute confisqué, ou ignoré. Il était là, à l'hôtel. Silhouette élégante, mais les épaules courbées sous le poids d'un destin qu'il n'avait pas choisi. Ses yeux d'un bleu d'orage semblaient en éteints. Sarah, radieuse dans sa robe de mariée, flottait à ses côtés, un sourire triomphant sur les lèvres. Michel Delacroix, assis au premier rang, arborait un air de satisfaction malsaine, son regard furetant, cherchant peut-être la moindre ombre au tableau. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix grave résonnant dans le silence recueilli. Les mots s'égrenaient, lourds de promesses vides. Éléonore sentit une rage froide monter en elle.
Elle ne pouvait pas laisser faire. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait découvert, après tout ce que Jacques avait sacrifié. Au moment où le prêtre prononça les mots fatidiques « Si quelqu'un s'oppose à cette union », Éléonore s'avança. Chaque pas était une victoire sur sa propre peur, un défi lancé au destin. Les têtes se tournèrent, les murmures s'élevèrent. Julien leva les yeux, son regard croisa le sien. Une étincelle d'espoir mêlée d'incrédulité traversa son visage. « Je m'oppose à cette union. » La voix d'Éléonore, bien que tremblante, porta jusqu'au dernier rang. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Michel Delacroix se leva brusquement, son visage marbré de colère. « Qui êtes-vous, jeune femme, pour oser interrompre une telle cérémonie ?» Sa voix, habituellement mielleuse, était un sifflement venimeux. « Je suis Éléonore, et je suis ici pour révéler la vérité. » Elle sortit les documents de son sac, les brandissant comme des étendards de justice. Cette union est une mascarade, une vengeance orchestrée par M. Delacroix pour couvrir des années de malversation et la disparition tragique de Jacques Delaroche, le père de Julien. Une onde de choc traversa l'assistance. Les visages se figeaient, les chuchotements devenaient des exclamations. Julien, d'abord figé, s'avança vers elle, les yeux rivés sur les documents. « Que dites-vous, Éléonore ? De quoi parlez-vous » Sa voix était un mélange de confusion et d'une fêlure nouvelle. « Votre père, Julien, n'a pas disparu par hasard. Il a été réduit au silence parce qu'il avait découvert les fraudes de Michel Delacroix. Ces documents en sont la preuve. » Elle tendit l'alias à Julien qui la prit d'une main tremblante. Son regard parcourut les pages, s'attardant sur les signatures, les chiffres, les dates. Son visage pâlit, la sidération remplaçant peu à peu l'incrédulité. Michel Delacroix, furieux, tenta de s'interposer. « Mensonge, calomnie, cette femme est folle. » Mais les yeux de Julien, désormais, étaient fixés sur son oncle. Un éclair de compréhension, puis de rage, traversa son regard. Il se tourna vers Sarah, dont le visage était une toile de détresse et de confusion. « Sarah, sais-tu quelque chose de tout cela ?» Sa voix était basse, mais chargée d'une intensité glaçante. Sarah baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne savais pas tout, Julien. Mon père, il m'a dit que c'était pour te sauver, que c'était la seule solution pour ton entreprise. » Sa voix était un murmure à peine audible. La vérité crue et brutale éclata au grand jour. Julien serra les poings, le sang battant à ses tempes. Le masque du jeune homme désinvolte sous pression se craquait pour révéler une colère sourde, une douleur ancienne ravivée. Il avait été manipulé, aveuglé par le désespoir, et le prix à payer était la perte de son honneur, de son amour. « Vous m'avez menti, Michel. Vous m'avez utilisé. Vous avez détruit ma famille et vous avez failli détruire ma vie. » La voix de Julien était désormais un grondement, lourd de menaces. Le chaos éclata. Les invités se levaient, les conversations s'enflammaient. Michel Delacroix, dépassé, tentait de sauver les apparences, mais l'édifice de ses mensonges s'écroulait pierre par pierre. Éléonore, au milieu du tumulte, sentait un mélange étrange de victoire et de tristesse. Elle avait accompli sa mission, mais à quel prix ? Le visage de Julien, traversé par tant d'émotions contradictoires, était une blessure ouverte. Leurs regards se rencontrèrent une dernière fois, un instant suspendu, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait à dire. Le silence de l'église, brisé par le vacarme, était le témoin d'un amour brisé, mais aussi d'une vérité enfin révélée. Un silence sépulcral s'abattit sur l'assemblée. Les vitraux de l'église, d'ordinaire si joyeux, semblèrent retenir leur souffle, ne laissant filtrer qu'une lumière crépusculaire. Le micro crépita sous la prise ferme d'Éléonore, dont la voix, malgré l'écho, portait une gravité inébranlable. Ses yeux d'un brun profond balayaient les visages figés, s'arrêtant un instant sur celui de Julien, pâle comme la cire, puis sur Michel Delacroix, dont le teint pourpre trahissait une fureur contenue. « Ces documents, » commença-t-elle, son regard rempli d'une tristesse infinie, révèlent une vérité que certains s'efforcent d'ensevelir depuis des années. Elle brandit le carnet jauni de Jacques Delaroche et d'une main tremblante les copies des preuves que la terre de l'ancienne maison de Julien avait si longtemps gardées. Il prouve que Michel Delacroix a orchestré une série de malversations financières, des fraudes qui ont ruiné des vies et détruit des réputations.
Un murmure parcourut l'assistance. Sarah, la robe de mariée froissée, se détourna de son père, les yeux écarquillés. Julien, lui, restait pétrifié, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'élégance désinvolte de sa silhouette avait cédé la place à une posture accablée. Éléonore poursuivit, sa voix s'élevant, empreinte d'une douleur poignante. Mais ces preuves révèlent aussi quelque chose de plus sombre encore. Elles attestent que Jacques de la Roche, le père de Julien, a découvert ses agissements, et lorsqu'il a menacé de les dénoncer, il a disparu, mystérieusement, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Ce carnet rédigé de sa main est un appel au secours. Il est le testament d'un homme intègre, broyé par la corruption. Le visage de Michel Delacroix se tordit en une grimace de rage. « Mensonge !» hurla-t-il, s'avançant d'un pas menaçant. « Cette femme est folle, elle cherche à salir mon nom, à détruire cette famille. » Mais Éléonore ne sia pas. Les preuves sont là, monsieur Delacroix. Des transactions bancaires falsifiées, des détournements de fonds, des signatures penchées contrefaites, des noms, des dates, des lieux. Tout est consigné. Et le dernier appel de Jacques de la Roche, la veille de sa disparition, était destiné à la police, pour dénoncer vos crimes. Elle tendit les documents aux officiers de police, qui, discrètement alertés par M. Leclerc, s'étaient fait poster à l'entrée de l'église. Leurs pas résonnèrent lourdement sur le marbre, rompant l'atmosphère suspendue. Michel Delacroix, soudain pris au piège, tenta une dernière manœuvre désespérée, une fuite éperdue vers la porte, mais il fut intercepté. Les menottes claquèrent, un son sec, définitif. Sarah, les larmes coulant sur son visage, se précipita vers son père, mais les agents la retinrent doucement. Les invités, choqués, murmuraient, leurs regards alternant entre la figure défaite de Michel et le visage meurtri d'Éléonore. Julien, enfin, brisa son mutisme. Ses yeux, d'un bleu d'orage, autrefois si vifs, étaient maintenant brouillés de larmes. Il s'approcha d'Éléonore, le pas lourd, le corps courbé sous le poids d'une vérité insoutenable. « Mon père, » murmura-t-il, la voix brisée. Tout ce temps. Éléonore le regarda, le cœur serré. Elle avait espéré ce moment, cette reconnaissance, mais la douleur qu'elle lisait dans ses yeux était la sienne aussi. « Je suis désolée, Julien, » dit-elle, sa propre voix tremblante. « Je voulais te protéger de ça, mais la vérité devait éclater. » Il tendit une main hésitante vers elle, mais la laissa retomber. Le fossé entre eux était désormais un abîme, creusé non plus par le mensonge, mais par la révélation d'une trahison familiale indicible. Il avait choisi la facilité, la survie de son entreprise, au détriment de la vérité et finalement de leur amour. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. L'affaire Delacroix fit la une des journaux exposant au grand jour des décennies de corruption. Michel Delacroix fut incarcéré, son empire s'effondrant comme un château de cartes. Sarah, anéantie, disparut de la vie publique, cherchant à se reconstruire loin du scandale. Quant à Julien, il s'engagea pleinement dans la réhabilitation du nom de son père. Les documents de Jacques de la Roche, combinés aux témoignages de M. Leclerc, permirent de lever le voile sur sa disparition tragique. Son corps fut retrouvé, des années après, dans un lieu isolé, confirmant les craintes les plus sombres. Le chagrin et la culpabilité rongèrent Julien. Il avait bâti son avenir sur les fondations mêmes qui avaient débroyé son père, sans le savoir. Éléonore, elle, retrouva une paix fragile. Sa quête de justice avait abouti, mais au prix d'une souffrance immense. Elle avait agi par amour, par intégrité, mais elle avait aussi brisé un homme qu'elle avait aimé. Les traits fins de son visage, marqués de lassitude, portaient désormais la cicatrice de cette bataille. Elle se consacra à son travail, à la création, trouvant dans l'art un refuge pour son âme blessée. Un soir, des mois plus tard, elle reçut une lettre. L'écriture était celle de Julien. Il y exprimait son regret, sa honte et une gratitude infinie pour le courage qu'elle avait eu. Il avait vendu ses parts de l'entreprise, trop souillées par le passé, et s'était retiré dans un petit village de Provence, cherchant à se reconstruire loin du bruit du monde. Il n'y avait pas de demande de pardon, pas d'espoir de réconciliation, juste une confession à cœur ouvert, une ultime offrande de sa part la plus vulnérable. Éléonore posa la lettre sur la table, ses doigts effleurant les mots. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes mélancoliques. L'amour qu'elle avait porté à Julien était comme une mélodie inachevée, une promesse brisée. Elle avait choisi la vérité,
et la vérité, parfois, est une amante cruelle. Mais elle avait aussi trouvé sa propre force, sa propre voie. Le drame avait refermé un chapitre, mais il en avait ouvert un autre, celui d'une femme transformée, plus forte, plus résignée, mais toujours porteuse d'une flamme inextinguible, celle de la vie, malgré les ombres. Elle se leva et, tirant les rideaux, laissa le silence emplir la pièce. Un silence lourd de souvenirs, mais aussi d'un avenir, incertain mais libre. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.